Bonjour et bienvenue à notre podcast sur la grippe espagnole. Pour commencer, introduisons quelques notions essentielles à la bonne compréhension de notre sujet qu'est la grippe espagnole. Tout d'abord, la grippe est une maladie virale qui touche tout autant les hommes que les oiseaux. On ne peut pas parler de virus universel de la grippe car il en existe une multitude de variantes qui plus est sont en constante mutation. Grâce à cette propension à muter en un agent plus virulent que le précédent, la grippe provoque régulièrement épidémies et pandémies à travers le monde. Il existe plusieurs souches humaines de grippe. La souche dite A, la plus agressive, la souche B, responsable d'épidémies plus limitées, et C, la dernière à avoir été identifiée. Les virus grippaux sont identifiés par les caractéristiques de leurs deux composants, l'hémagglutinine H et la neuraminidase N, chacune affiliée d'un numéro de reconnaissance. Ainsi, le premier virus de la grippe découvert en 1931 fut nommé H1N1 et appartient au type A et est donc des plus virulents. Les virus de type A sont les plus instables et sont ceux qui connaissent le plus de mutations génétiques. Elles sont des glissements lorsqu'il s'agit de modifications mineures et cassures pour celles d'une ampleur plus importante. Il est intéressant de noter que l'immunité acquise par le corps au virus initial continue de protéger l'organisme jusqu'à ce que les mutations accumulées deviennent trop importantes et que le système immunitaire ne reconnaisse plus le virus. Ce sont donc ces cassures qui sont responsables de la virulence et de l'étendue du virus pathogène. Comme l'immunité développée précédemment est perdue, les risques d'épidémie augmentent fortement. Pour ce qui est de l'origine de la maladie, les oiseaux migrateurs, domestiques, poulets, etc. peuvent être des relais directs ou indirects jusqu'à l'être humain. La grande majorité des mutations génétiques du virus ont lieu en Extrême-Orient, où la population a pour habitude de vivre étroitement avec les animaux susceptibles de servir de réservoir à la maladie. Dès le moment où le virus atteint l'homme, la transmission s'opère de manière directe, interhumaine donc, et non plus uniquement à partir d'animaux infectés. Le virus influenza est extrêmement contagieux. La contamination a lieu par voie aérienne et l'incubation de courte durée est de 24 à 48 heures. Les symptômes de la grippe se caractérisent par une fièvre élevée, atteignant souvent 40 degrés ou plus, accompagnée de céphalées, courbatures, frissons et d'une rhinopharyngite. Dans certains cas extrêmes, des signes d'atteinte respiratoire aiguë, des hémorragies et des manifestations digestives peuvent avoir lieu. Elle touche particulièrement les enfants en bas âge et les personnes âgées. À partir de la fin du XVIIIe siècle, on dénombre pas moins de 5 pandémies grippales. Le XVIIIe en connaîtra 3. Puis l'activité grippale s'est calmée jusqu'en 1918 où survient la terrible grippe dite espagnole. Les ravages sont incommensurables. En seulement quelques années, elle touche environ 1 million de personnes et entraîne, selon plusieurs estimations, entre 20 et 40 millions de morts. L'énormité des ravages est notamment due à la coexistence entre le virus mutant et un autre virus qui a frappé une population durement affaiblie par des années de guerre et de privation nutritionnelle. Notamment dû à la grippe aviaire, ses conditions de transmission, sans oublier les déplacements de plus en plus nombreux des hommes et des marchandises, la menace d'une nouvelle épidémie grippale plane au-dessus de nos têtes. Une pandémie de type A aura assurément lieu sans que l'on puisse prédire quand, où ou encore la virulence de ce nouveau virus. La grippe espagnole est une grippe virale avec pneumocoque qui fait référence à l'influenza qui tua environ 200 000 personnes en Espagne durant l'année 1890. Cette grippe apparut en mi-avril 1918 avec une forme assez bénigne durant le printemps mais beaucoup plus ravageuse durant l'automne. Elle se termina en avril 1919. Au début, cette grippe fait beaucoup de ravages en Allemagne, pendant qu'en France, elle est encore assez bénigne. Mais c'est le 31 août 1918 que nous apprenons dans le journal Le Matin les premiers décès français. Les premiers cas de cette grippe ont été signalés dans les tranchées. Puis ensuite, 187 grippés en l'espace de 3 jours se sont déclarés dans le pays. Cette grippe a une prédilection pour les alcooliques et les sujets ayant attrapé la grippe bénigne du printemps en sont immunisés. Les symptômes de cette grippe espagnole sont bronchite, pneumonie, cyanose du visage et des extrémités, complications odémateuses et asphyxie. Certaines formes de cette grippe nécessitent une intervention chirurgicale. Il peut y avoir aussi des complications intestinales ressemblantes à des intoxications alimentaires et certains cas avec des complications rénales ont aussi été détectés. En juillet 1918 apparaissent des cas avec des bronchopneumonies, avec troubles cardiaques, œdème pulmonaire et cyanose. Ces cas sont presque toujours mortels. C'est donc souvent des accidents respiratoires et cardiovasculaires très graves avec cyanose, avec une mort dans les 2 à 3 jours qui suivent. Dans la population, on parle de peste pulmonaire venue d'Orient, de dengue ou encore de Suède militaire. On accuse les moustiques ou encore les boîtes de conserve espagnoles, qui sont à l'origine de cette pandémie. Certains pensent que le virus provient d'Allemagne, importé par les prisonniers de guerre. D'autres pensent qu'elle vient
qu'elle vient des USA et qu'elle aurait rejoint l'Europe avec l'armée américaine. Selon les médecins militaires, l'origine serait la consommation des conserves alimentaires espagnoles auxquelles auraient été ajoutés des bacilles. Selon d'autres médecins, ce serait dû à la météorologie, la fraîcheur succédant à la canicule et les germes en suspension dans l'air. Le pouvoir de diffusion de cette grippe est énorme et la guerre est un facteur d'extension important. À Angers, par exemple, sur 6 soldats décédés, 5 proviennent du front. Les taux de mortalité grippale est supérieur chez les soldats provenant du front que ceux de l'intérieur. Les médecins, pharmaciens, infirmiers et personnels hospitaliers sont débordés. La quinine, l'huile de ricin, le formol, l'aspirine et le rhum sont en rupture de stock dans les pharmacies. Mais rien ne s'arrange quand un soi-disant traitement fait face, composé d'une vingtaine de produits auxquels s'ajoutent des tisanes d'orge ou des queues de cerise. Le célèbre Institut Pasteur pensait avoir trouvé un traitement qui marcherait et a mis en place des expérimentations en Bretagne. En attendant les résultats de ce traitement, le médecin Major Whale met en place l'injection sous-cutanée pour les grippés de sang citraté d'un malade grave en convalescence. En manque d'un traitement, les médecins encouragent d'utiliser des masques imprégnés d'antiseptiques ou alors d'utiliser une simple compresse hydrophile trempée dans de l'eau bouillante et posée sur le nez et la bouche et attachée aux oreilles avec un fil. Dans les journaux, les conseils sont de se soumettre à des fumigations d'essence, d'anis, de girofle, d'eucalyptus, de menthol ou de camphre. Ils encouragent aussi à se brosser les dents, se rincer la bouche à l'eau fraîche et se gargariser d'une solution antiseptique ou d'eau oxygénée. Pour essayer de contenir la propagation, le bétail ne sort plus et les écoles, cinémas et théâtres sont fermés. Mais il y a encore dans certaines grandes villes les salles de spectacle ouvertes et la possibilité de voyager en train. Mais en Suisse, les écoles, cinémas, théâtres et réunions sportives sont interdites. Une carte de légitimation est nécessaire pour voyager en train. Les hommes vivent dans d'exécrables conditions d'hygiène, comme par exemple dans le camp de Fuston en Amérique, où plus de 56 000 recrues y sont entassées. La grippe débarque en France avec les soldats américains à partir d'avril dans les camps. En juin-juillet, 10% des soldats ont la grippe, soit environ 200 000. Il en est de même pour les Allemands. Le général en chef de l'armée allemande, Ludendorff, en fera plus tard l'une des causes de l'échec de ses offensives. D'avril à juin, la grippe gagne la population civile de toute l'Europe, due à son extraordinaire rapidité de contagion. L'épidémie semble disparaître au milieu de l'été, mais elle est encore là et devient plus résistante. La presse française n'est pas alarmiste. Elle en parle pas beaucoup, elle parle plutôt de la grippe chez les voisins. C'est pour cela qu'elle va devenir la grippe espagnole. En septembre 1918, elle trouve son second souffle. On parle de grippe maligne, car elle tue de plus en plus, mais la plus grande inquiétude des gens, c'est la guerre. Ils disent que c'est une simple grippe. On pense avoir affaire à une nouvelle maladie. Elle prendra le nom de peste pulmonaire. La contagion commence par les ports, puis en suivant les voies ferrées. L'incompréhension et l'incohérence règnent. Les lieux publics sont fermés, sauf les bars. Les écoles ferment par obligation. Ils ne ferment pas les usines. Que l'Espagne est consciente de la gravité. Dans les tranchées, les soldats sont morts, entassés. Les fossoyeurs et les services d'enterrement ne peuvent plus répondre à la demande. En octobre, toute la France a la grippe. À Marseille, 2545 personnes sont décédées. Les morts encombrent les morgues. À Caen, les prisonniers allemands creusent les fosses. En novembre 1918, en même temps que l'armistice, il y a une relative décroissance. Jusqu'à ce moment-là, une partie de l'Asie ignorait cette épidémie. Il y aura 4 à 9,5 millions de morts en Chine. Ce nombre était vite oublié car les gens pensent plus à la guerre. En 1933, des chercheurs britanniques vont aboutir à l'identification du virus H1N1. Le virus n'est plus sur les cadavres, mais plus tard, Terence Tumpey réalise la synthèse complète du virus. Depuis, le virus est conservé dans un laboratoire militaire sous haute surveillance. Le virus existe depuis le néolithique. Il a eu plusieurs noms comme russe, espagnol, asiatique. C'est comme si à chaque fois il naissait quelque part. Les savants cherchent le virus père, mais il est son propre père. Il n'est plus seulement H1N1, mais aussi H1N2, H5N1 et H9N2. La Première Guerre mondiale a tué moins de monde que la grippe espagnole. Mais pourtant, la Première Guerre mondiale a beaucoup plus effrayé les gens. Le bilan de morts est estimé à 20 millions de victimes entre 1918 et 1919.
Mais certaines personnes pensent que ce chiffre a été sous-estimé et qu'il faudrait plus parler de 30, voire même 40 millions de morts. Le 22 septembre 1918, le Matin annonce que la grippe sera bientôt neutralisée. Mais à vrai dire, la grippe n'était pas neutralisée, mais au contraire, elle s'étendait. En France, il n'était plus envisageable de sous-estimer la grippe. Alors, le 4 octobre 1918, Albert Favre, le sous-secrétaire d'État, fait part de ses instructions au préfet pour prévenir et combattre la grippe. Et alors, de jour en jour, on informe les gens de la propagation de la grippe dont on n'en parlait pas avant dans les journaux et sur les mesures qui ont été prises ou qui sont à prendre pour combattre la grippe. Le 17 octobre 1918, il faut bien relever que l'épidémie de grippe ne décroît pas. Alors, le 19 octobre, le conseil municipal de Paris implore de nouvelles mesures. Seulement le 27 octobre, des bilans chiffrés commencent enfin à être publiés. Mais l'épidémie ne diminue toujours pas. 2963 décès à Paris seulement entre le 10 et le 17 octobre 1918. Enfin, début novembre, une baisse de la mortalité, mais il ne faut pas pour autant relâcher les précautions mises en œuvre. Et en plus, début décembre, une légère hausse de décès se manifeste. La propagation de la grippe laisse les médecins impuissants et très fatigués. Et en plus de cela, le nombre de décès ne cesse d'augmenter. La grippe espagnole serait apparemment née en Chine. On ne sait pas vraiment quand et pourquoi a-t-elle été baptisée ainsi. Surtout que l'Espagne n'était pas le premier pays européen à être touché par la grippe. Mais des rumeurs disaient que la maladie avait été provoquée par des conserves espagnoles dans lesquelles des agents allemands auraient mis des bacilles pathogènes. Mais peu importe son nom, ce qui est sûr, c'est qu'en avril 1918, la grippe avait atteint tous les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Mais lors de cette première phase, c'est une grippe commune, sans trop grande gravité. Mais par contre, la deuxième vague, qui elle a débuté en août jusqu'en novembre-décembre, ne s'agit plus d'une grippe sans gravité. Cette grippe serait à grande vitesse, très contagieuse et accompagnée de complications pulmonaires qui fréquemment entraînent la mort au bout de seulement quelques jours. Tout d'abord, les symptômes de cette grippe firent penser à une épidémie de peste, de choléra, voire de typhus. Surtout qu'en été, la grippe n'est pas vraiment une maladie très répandue. Mais très vite, les milieux médicaux avaient la certitude qu'il s'agissait d'une forme de grippe très proche de ce qui s'était passé auparavant lors de la grande épidémie de 1889 à 1890. La grippe a causé des millions et des millions de morts. Et la grande question qu'on peut se poser et que d'autres se sont posées, comme l'historien Alfred Worcester Crosby, pourquoi la grippe espagnole a fait beaucoup plus de morts que toutes les guerres, famines et maladies. Mais pourtant, dans aucun pays, elle n'a inspiré grande terreur. Une des raisons la plus souvent avancées, c'est qu'elle serait un fragment de la guerre. Comme la guerre a affaibli les populations, les ont sous-alimentées, cela aurait grandement aidé. Mais la Suisse et les États-Unis ne souffraient pas vraiment de la malnutrition, et pourtant ils ont été les pays les plus touchés. Et les déplacements massifs d'hommes d'un continent à un autre ont favorisé la propagation. Une autre raison serait que la différence entre le nombre de malades et le nombre de décès, 2 à 3% seulement, on mourrait. Être atteint de la grippe ne voulait pas forcément dire la mort, comme par exemple pour la peste, ce qui a dû rassurer les gens. La grippe espagnole est apparue en Suisse durant le mois de juillet 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale. La population prend connaissance rapidement de cette nouvelle épidémie qui engendre des spéculations effrayantes. Des hypothèses plus loufoques les unes que les autres apparaissent alors. Les gens avaient très peur, si bien qu'il fallut plusieurs semaines pour que la population soit convaincue qu'il ne s'agissait que de la grippe. Désormais, tout le monde nomme ce fléau grippe espagnole. En effet, l'Espagne est gravement touchée dès le mois de 1918, l'année 1918, avec plus de 8 millions de malades. C'est une épidémie particulière pour plusieurs raisons. Sa morbidité élevée, 50% chez les civils, de 75 à 100% chez les soldats. Sa contagion est très forte et les complications sont très fréquentes. Sa mortalité est de 2,5% contre 0,1% pour la grippe saisonnière. À certains endroits du globe, ce nombre monte jusqu'à 80%, comme c'est le cas en Alaska. Au contraire, d'autres régions du monde sont complètement épargnées, comme c'est le cas pour quelques îles du Pacifique Sud. Il faut toutefois retenir que la mortalité globale due à la grippe espagnole reste très difficile à estimer. Les tests sérologiques n'existaient pas encore et donc on ne pouvait pas garantir à 100% que c'était bel et bien la grippe espagnole.
Les déclarations de décès n'étaient pas aussi élaborées qu'aujourd'hui et les registres n'étaient pas très complets. Les experts estiment cependant que le nombre de décès dus à la grippe espagnole se situait entre 20 et 100 millions. L'OMS, lui, comptabilise 40 millions de morts. Revenons au cas de la Suisse. En 1918, 748 610 cas de grippe sont déclarés, mais le service suisse de l'hygiène publique estime que les grippés s'élèvent à environ 2 250 000. Durant la période de 1918 à 1919, 24 977 décès sont à déplorer. Dans notre pays, les journaux ont joué un rôle très important lors de l'épidémie. En effet, on voit apparaître dès le 11 juillet déjà des informations sur l'influenza et des conseils sur le comportement à adopter vis-à-vis des malades. Lavage fréquent des mains, désinfection et aération des chambres où se trouvent les malades, limitation des visites, abstention de tout rapport inutile avec eux, désinfection des voies aériennes supérieures par gargarisme à base d'antiseptiques, etc. La presse va jouer le rôle de tuteur auprès de la population en lui dictant l'attitude à adopter avec les malades, quand appeler le médecin et que faire des convalescents. Elle devient le porte-parole des services sanitaires cantonaux, mais pas seulement. Elle informe aussi sur l'avancée de la grippe. En août 1918, les bureaux et les magasins ferment car le personnel est malade. Dans les magasins alimentaires, il y a peu d'employés. Les pharmaciens et les médecins sont débordés. Alors les journaux essayent de rassurer la population en disant que l'épidémie est en décroissance et la population se méfie énormément. Ils n'osent plus serrer la main des autres, ils se lavent et se désinfectent les mains sans arrêt. Peu d'hôtels acceptent d'héberger des soldats. Certaines personnes développent une grande peur. Par exemple, une comtesse qui hébergeait les troupes les a finalement chassées car elle était grippophobe. Alors le service suisse d'hygiène publique demande aux journaux d'être rassurants pour éviter des mouvements de panique qui se disent alors que les cas présentent peu de gravité, que la mortalité est en réalité minime, etc. Mais les lecteurs se rendent compte qu'il y a des contradictions, car on leur dit qu'il y a peu de décès, mais en revanche les annonces mortuaires en prouvent le contraire. La grippe disparaîtra en 1919, elle est combattue avec des plantes médicinales, avec des savons médicinaux ou encore avec de l'alcool de menthe américaine. Malheureusement, 3 ans plus tard, en 1922, l'épidémie réapparaît et les signes de la maladie ont l'air moins graves, alors le Conseil d'État décide de ne pas mettre en place des mesures spéciales. Le danger de cette maladie est progressivement reconnu. À cause de cette épidémie, il y a eu une grande prise de conscience de l'importance de l'hygiène de la part de la population, un renforcement des structures politiques de la santé et de l'hygiène et leur rôle est devenu crucial. Des cours sur l'hygiène, sur les maladies infectieuses et sur les procédés de désinfection ont été mis en place et des postes de contrôle qui désinfectent les voyageurs suspects qui ont été mis en place aux frontières. Cette épidémie a un contexte historique particulier car elle intervient durant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, l'interrelation entre le conflit international et la grippe espagnole est assez étroite. Peut-être que si ce virus était apparu au temps de paix, il n'y aurait pas fait autant de victimes. En effet, la guerre a fourni des conditions parfaites à la propagation. Les soldats étaient entassés dans des camps insalubres, ils étaient affaiblis et de nombreux bateaux sillonnaient les océans en transportant des milliers d'hommes et le virus. Rien que de mai à novembre 1918, 1,5 million de soldats américains rejoignirent le continent européen. L'identification du virus prit pas mal de temps car ce n'était que le début de la virologie, contrairement à la bactériologie qui enchaînait découverte sur découverte, elle n'était pas très développée. Jusqu'à l'épidémie d'influenza de 1889 à 1890, les épidémiologistes pensent que l'épidémie est due à un poison du sol, et donc que ce n'était pas contagieux. Les choses vont changer à partir de cette épidémie. Le médecin bactériologiste allemand Richard Pfeiffer va réussir à isoler dans les sécrétions des malades une bactérie Haemophilus influenza. Mais c'est seulement en 1933 que Wilson Smith, Christopher Andrews et Patrick Leduc isolent le virus influenza A chez la fouine. Pour l'année 1918, la France indique un total de 91 565 décès grippaux. Cependant, cette mortalité ignore une large fraction de la population. 5 départements peuplés de plus d'1 million d'habitants ne fournissent aucun renseignement. C'est donc sur moins de 22 millions de Français que portent les 91 464 décès. Pour l'année 1919, la France estime à 36 018 le nombre de décès grippaux. Quant au service de santé de l'armée, enregistre
30 382 décès pour 402 000 cas. De septembre 1918 à avril 1919, il y a 2 pics de mortalité. L'un en octobre et l'autre en février et en mars. Cependant, dans la dernière semaine d'avril, l'épidémie décroît. La région des Hautes-Alpes est la plus touchée. C'est sur le quart sud-est de la France que la grippe s'abat avec la plus grande rigueur. Cette région intègre la Suisse, le nord de l'Italie et le nord-est de l'Espagne. Milan et Barcelone sont les villes les plus touchées. En octobre 1918, au moment crucial de l'épidémie, 154 grippés sur 2400 décèdent. En Algérie, sur 5 700 000 habitants, il y a 24 121 décès. La grippe touche les agglomérations les plus importantes. Des villages entiers sont décimés. Les cas de grippe se comptent par centaines de milliers dans l'armée. Quant au nombre de décès, il serait de 600 à 700 par jour. En conclusion, les États-Unis ont eu 550 000 morts, 240 000 morts pour la France et que 120 000 pour l'Espagne. Au total, le nombre de victimes oscille entre 24,7 et 39,3 millions.